Donc bonjour à tous, donc Jérôme Gorgeon. Donc vous voyez qu'entre la caméra et la photo, il y a une grosse différence, mais ça me fait toujours plaisir de me voir beaucoup plus jeune. Donc je travaille chez Bouygues Telecom depuis 25 ans et en fait j'ai deux casquettes aujourd'hui. La première étant donc responsable de service support au déploiement de la fibre, quel que soit le type de fibre. Et la deuxième casquette qui n'intéresse plus aujourd'hui, où je suis responsable de la décarbonation pour la direction du déploiement et de l'exploitation des différents réseaux, qu'ils soient fixes ou mobiles. Voilà. Et moi, Aurélie Gauthier, donc présidente du cabinet Spark. Comme je vous le disais tout à l'heure, on croit beaucoup chez Spark à l'intelligence collective et je vais vous présenter de quelle façon en fait l'intelligence collective peut apporter plus d'impact, plus de valeur dans la réalisation des projets de manière générale, hein, parce que c'est complètement transverse à n'importe quel secteur ou sujet à traiter. On peut faire de l'intelligence collective absolument partout. On l'a même fait avec des conseillers militaires et un ancien général. Donc, j'imagine que ça peut vraiment fonctionner dans n'importe quel type de contexte. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer dans le processus réaliser un bilan carbone, ce que ça peut apporter. Voilà, et donc je travaille depuis plusieurs mois maintenant dans l'équipe de Jérôme. Et donc nous allons commencer ce rétex, ce retour d'expérience. Alors, peut-être déjà avant, je vais vous demander, puisque nous nous sommes présentés, alors je ne sais pas combien vous êtes, mais je pense que vous êtes assez nombreux. Oui, on a une centaine de connectés, Aurélie. Ah, on ne va pas pouvoir faire un tour de table, mais on va pouvoir peut-être vous demander de répondre à quelques questions pour qu'on sache, en fait, dans cette population d'une centaine de personnes, qui vous êtes. On peut dire qu'il y a un quart d'internes et trois quarts de consultants. Ça a l'air de se stabiliser. Je vais lancer la deuxième question et l'afficher également. Hop. Voilà. Je vous propose qu'on arrête ici. Alors, le sujet, le bilan carbone. Alors déjà, le décret d'application vient d'être publié et donc la loi qui vise un changement du bilan carbone depuis le 1er janvier 2022 est donc entrée en application. Donc, un bilan carbone, c'est une marque déposée déjà et qui a été mise en place au départ par l'ADEME et puis par l'Institut Formation Carbone, qui est un des principaux acteurs qui forme aujourd'hui tous les experts de France sur le sujet bilan carbone et comment réaliser un bilan carbone d'entreprise ou de collectivité territoriale. Vous savez qu'il y a 3 scopes. Le scope 1 qui parle des émissions directes. Donc, j'aime bien cette image. C'est que, imaginez que vous faites le bilan carbone de votre entreprise, vous mettez votre entreprise sous cloche, une cloche de verre, et bien, tous les gaz à effet de serre qui émanent de votre entreprise et qui sont capturés par cette cloche en verre font partie du scope 1. Le scope 2, c'est toute l'énergie qui est utilisée et qui n'émet pas de gaz à effet de serre au sein de la cloche, mais qui en émet au niveau de centrales qui sont situées en dehors de l'entreprise. Donc, ça peut être par exemple des centrales à charbon ou des centrales biomasse qui vont vous donner de l'électricité ou vous faire bénéficier d'un réseau de froid ou de chaleur, etc. Ça, c'est le scope 2. Et le scope 3, c'est tout le reste. Et le scope 3, aujourd'hui, il devient obligatoire, du moins les plus gros postes du scope 3, pour un certain nombre d'obligés, on va y revenir tout à l'heure, devient obligatoire dans la publication du bilan carbone. Et donc, c'est tout le reste et ça représente en général environ 90% des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise. Vous avez sur le schéma les icônes. Donc, on a un scope 3 amont, qui sont tous les gaz à effet de serre émis pour la fabrication
ou le transport, etc., des matières premières ou des produits dont vous avez besoin pour réaliser votre activité. Et puis le scope 3 aval, qui représente toutes les émissions de gaz à effet de serre dues à l'utilisation de vos produits et services et à leur fin de vie. Donc voilà un bilan carbone, ce que ça contient de manière globale. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment fiabiliser ce bilan carbone, parce qu'en fait, les choses ne sont pas si simples. On n'a pas forcément accès à toutes les données, parfois même elles n'existent pas. Et ce qu'on vous propose ici, c'est de revoir le processus réaliser un bilan carbone. Donc, c'est-à-dire, bon, il y a une méthodologie qui est préconisée par l'ADEME et l'Institut Formation Carbone. Et on parle, pour ceux qui ont suivi la formation, vous allez reconnaître ces étapes. Donc, il y a l'identification de l'équipe projet, le lancement du projet de manière officielle au sein de l'organisation. Nous, on aime bien ajouter la mise en place d'une campagne de communication. Ensuite, il y a toute une partie sensibilisée aux enjeux énergie et climat des collaborateurs de l'entreprise et surtout de ceux qui vont travailler avec vous sur l'obtention, la récupération des données. Ensuite, on élabore une cartographie des flux, on détermine le périmètre de l'étude et puis, paf, on lance toute la campagne de collecte des données. Et puis, on va petit à petit consolider ces données et puis effectuer les calculs pour calculer les émissions de gaz à effet de serre qui sont relatives. Et puis derrière, on a l'élaboration du plan de transition, le rapport d'amélioration, surtout ne pas l'oublier, et puis on finalise et on transfère le sujet aux équipes qui vont maintenir ce bilan carbone sur les années à venir. Dans tout ce processus-là, on a des risques, comme dans tout projet. On peut identifier des risques sur des choses qui peuvent mal se passer. Là, l'idée, c'est d'identifier les zones à risque sur chacune des étapes de ce processus-là, qui sont des risques relatifs à la donnée, parce que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, c'est comment fiabiliser son bilan carbone, et c'est autour d'avoir des bons chiffres à la fin qui nous permettent de prendre les bonnes décisions, parce que si les chiffres sont faux, évidemment, les décisions qu'on va prendre à partir de ces chiffres risquent d'être pas les meilleures ou même d'être contre-productives. Alors, par rapport à ce processus-là, vous voyez en bleu les zones qui nous semblent être des zones à risque en termes de données. Déjà sur la partie élaborer la cartographie des flux, parce que, eh bien, on peut oublier des flux entiers. C'est peut-être qu'on ne va pas penser à certains flux de matière ou d'énergie. Ça, c'est un premier risque. Ensuite, sur déterminer le périmètre de l'étude, si on n'a pas bien communiqué sur le périmètre du projet, que je ne sais pas, pendant vos comités de pilotage ou les différents emails qui vont circuler auprès des parties prenantes, il y a une mauvaise compréhension, un mauvais alignement sur le périmètre à traiter. Ce qui fait qu'on va avoir un groupe de personnes qui va travailler sur le même sujet, mais qui n'auront pas exactement le même sujet en tête, parce que pas exactement le même périmètre. On peut oublier des catégories et des postes d'émission aussi. Donc, le bilan carbone, vous avez vu le scope 1, 2 et 3. Pour ceux qui sont plutôt novices, sachez que derrière, en fait, il y a des postes et puis des sous-postes et puis différentes manières de calculer dans chacun de ces sous-postes. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, on pourrait oublier un certain nombre de ces éléments. Ensuite, il y a toute la partie, l'étape de collecte et de traitement des données. Alors là, c'est un grand classique, surtout quand on démarre sur les bilans carbone, les risques d'erreur d'unité. Oui, parce que parfois, ça va s'exprimer en tonnes, parfois en kilogrammes, parfois ça va être par mètre carré, par kilogramme, par litre, etc. Et donc, vu la multitude d'informations à renseigner, évidemment, le risque opérationnel de se tromper de temps en temps, eh bien, il arrive, ça c'est normal, et donc ça amène à des erreurs de calcul.
Ensuite, il y a toute la partie risque d'oubli de données. Si on fait des extractions dans des bases de données pour obtenir des éléments, je ne sais pas moi, toutes les commandes qui ont été faites d'un certain type de matériaux sur un certain nombre de sites, bah, la personne qui va faire cette extraction-là, elle va bien entendu mettre des paramètres dans sa base de données, et si elle ne met pas les bons paramètres parce qu'elle n'a pas, par exemple, tout à fait le même périmètre en tête, eh bien, ça peut amener à des oublis de données. Ensuite, il peut y avoir une mauvaise gestion des approximations et des incertitudes. C'est-à-dire que, on va le voir aussi tout à l'heure, on peut, quand on n'a pas la donnée, on peut prendre des hypothèses et faire des approximations. Là, on marche un peu sur des œufs. Donc, évidemment que si on est tout seul à réfléchir là-dessus, on peut peut-être avoir des œillères du fait d'être très spécialiste dans une activité donnée et donc ne pas forcément prendre les bonnes hypothèses, ce qui nous amène à détériorer encore augmenter l'incertitude et à mener, pareil, à des calculs qui vont être pas de la meilleure qualité qu'on pourrait avoir. Et enfin, sur la partie préparer un rapport d'amélioration de la démarche, si on travaille, ça c'est mon grand, mais c'est mon métier historique, si on travaille dans un projet en mode classique, donc certains vous allez l'appeler en cascade, waterfall, cycle en V, ce qu'on appelle nous les agilistes, je me dévoile, des projets en mode prédictif, c'est-à-dire qu'on fait un plan projet. Depuis le départ, on dit voilà comment ça va se passer sur 6 mois, 1 an, et on croise les doigts pour que ça se passe exactement comme le plan qu'on a bien détaillé en début de projet. On a passé beaucoup de temps à détailler tout ça, et puis en fait, ça ne se passe jamais comme prévu, et on arrive à la fin du projet, et on est un peu pressé par le temps parce qu'on a des sponsors ou des actionnaires qui nous demandent où est-ce qu'on en est, et on a toujours cette petite tendance à courir sur la fin du projet, et donc parfois à bâcler la fin. Donc de manière générale, ce qu'on bâcle, la plus grande probabilité, c'est qu'on bâcle la partie documentation du projet. Et dans le cadre d'un projet bilan carbone, eh bien, c'est la partie rapport d'amélioration, c'est la partie aussi documentation des processus de collecte des données. Et donc ça, c'est une perte de connaissances au niveau de l'entreprise. Ça ne va pas aider en fait pour les équipes, pour les prochains bilans carbone ou les mises à jour, puisque en fait des personnes ont travaillé dessus et puis 3 ans plus tard ou 1 an plus tard, ça peut être des personnes différentes et donc elles vont devoir reprendre à zéro. Donc il y a un peu un effet de on patine, on repart à chaque fois un petit peu d'une feuille blanche et ça c'est dommage parce qu'en fait quand on documente, on a un super rapport d'amélioration et des super processus de collecte des données bien documentés, on va forcément vers plus de professionnalisation dans notre manière de faire et de créer ce bilan carbone et donc plus de fiabilité, plus de précision dans les données, dans les calculs et donc derrière ça aide les décisionnaires à prendre des meilleures décisions. Alors, comment on fait pour, maintenant qu'on a passé en revue tous ces risques-là, et alors, vous n'avez pas trop, pour le moment, l'occasion de réagir, mais vous allez pouvoir réagir sur l'ensemble de ces éléments-là. Ce qu'on vous propose, c'est nous de vous montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on pense qu'il est bien de faire pour diminuer ces risques. Alors, déjà sur la partie périmètre. On a dit tout à l'heure risque d'oubli de flux de matière et ou d'énergie. Pour assurer l'exhaustivité de l'inventaire de ces flux, il faut faire appel aux expertises de chaque domaine de compétences et business line. Donc en gros, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut à un moment donné se poser la question de qui en fait a la connaissance sur quel sujet pour qu'on ait une vision à 360 degrés de cette cartographie des flux qu'on doit construire. Et donc, ce qui veut dire que mieux que d'avoir, par exemple, de manière classique, une personne qui va être le lead ou le chef de projet sur
écrire cette cartographie des flux en faisant comme on pouvait le faire il y a 10 ou 15 ans dans le monde du projet et du conseil. On va faire des entretiens avec tout le monde et puis on va faire des comptes rendus et puis on va restituer en faisant une cartographie des flux. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt de mettre tout le monde autour de la table directement au travers d'un atelier collectif où chacun va venir ajouter ses flux de matière et les gens vont pouvoir discuter entre eux. Et ça, c'est très important pour deux choses. Pour répondre et diminuer ce risque-là, d'une part. Et deuxièmement, et c'est presque le plus important, c'est pour d'ores et déjà casser les silos entre les différents départements, les différentes équipes, amener les gens à travailler ensemble, à mieux se connaître, à comprendre en fait les points de vue des uns et des autres. Et tout ça, en fait, ça va constituer le terreau qui, derrière, va nous amener à des ateliers d'intelligence collective beaucoup plus performants pour la constitution du plan de transition derrière. Ensuite, c'est la sensibilisation. Alors, certains parmi vous, j'en suis certaine, font des bilans carbone depuis 20 ans. Bon. Mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Vous voyez bien qu'il y a une effervescence de prise de conscience, des choses qui bougent au niveau partout, le gouvernement, les entreprises, les collectivités territoriales. Tout le monde, en fait, est en train de, petit à petit, de tourner le regard vers ce qui est le plus important. En tout cas, j'espère que si vous êtes là, vous devez probablement être d'accord avec ça. Il faut qu'on traite de manière prioritaire ces sujets environnementaux. Mais on n'a pas tous fait ça toute notre vie. Et donc, on a besoin de faire monter en compétence l'ensemble des métiers. Pas seulement le chef de projet ou l'équipe qui va travailler à la constitution du bilan carbone. Au même titre qu'on dit, c'est bizarre d'avoir un parti qui traite de l'écologie. En fait, il faudrait que tous les partis traitent de l'écologie. C'est la même chose dans les entreprises. La RSE ne doit pas être seulement le département qui s'occupe de l'environnement, peut-être qui centralise, certes, mais tous en fait, les métiers, toutes les fonctions, cœur de métier, les fonctions support doivent penser environnement désormais pour permettre à une entreprise de devenir environnementalement OK. Donc, beaucoup de sensibilisation. Co-construction et montée en compétences, ça, c'est ce qui permet de fiabiliser le périmètre de son bilan carbone. Ensuite, il y a la partie données chiffrées. Donc, le plan de communication, il faut qu'on prenne du recul et qu'on se pose la question, je pense, quand on mène un projet de cette envergure sur quel type de personne a besoin de quel type d'information et quand, sous quelle forme, à quel moment elle peut accéder à cette information. Est-ce qu'on doit faire des newsletters? Est-ce qu'on doit mettre à disposition des répertoires partagés? Et quel type de documents on met dedans? Est-ce qu'on veut mettre en place des outils collaboratifs pour permettre aux gens de contribuer, soit par rapport à la collecte de données, soit par rapport à des remarques? Il faut vraiment prendre le temps en début de projet de se poser toutes ces questions parce que c'est ce qui va faciliter en fait la récupération des informations et ce qui va permettre aux gens de pouvoir réagir et de vous permettre d'être toujours plus précis collectivement dans votre manière de traiter ce sujet-là. Et évidemment, le plan de collecte des données, il n'y a rien de bien neuf là-dedans, c'est juste un point d'attention. Il faut réaliser un plan détaillé. Et ce que j'ai vu, moi, dans plusieurs bilans carbone qui ont été réalisés, c'est que souvent, ces plans détaillés de collecte des données, les fichiers qui sont envoyés, ne sont pas toujours très compréhensibles, en fait, par les personnes qui sont censées vous fournir ces données. Donc, ça veut dire que la co-construction, elle doit déjà commencer par les outils de collecte. Et en tout cas, les consultants ou les internes qui font partie de l'équipe projet, ils doivent passer du temps avec ceux qui vont fournir les données pour la montée en compétences et pour expliquer ce qui est attendu. Et comme ça, vous allez récupérer du feedback des fournisseurs de données qui vont vous dire moi, ça, je peux ou ça, je peux pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et vous allez co-construire ensemble la meilleure manière de collecter ces données-là. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, et ça va être vrai tout au long du projet,
c'est que la posture conseil classiste qui consiste à dire « vous inquiétez pas, on gère tout », voilà les documents que vous devez remplir, vous avez tant de temps pour y répondre et nous, au-delà de cette date-là, on ne pourra plus prendre en compte vos retours, on va faire les calculs de notre côté où on vous fournit le bilan carbone et puis ça y est, c'est fini. Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de faire. Je pense qu'il est très important sur ces sujets-là où tout le monde monte en compétence de maximiser la prise de feedback, comme on dit en agilité, absolument tout au long du projet, à chaque étape, à chaque livrable envoyé, et qu'on crée une atmosphère de collaboration et de confiance pour que les uns et les autres puissent se poser des questions. C'est à mon avis un facteur clé de succès pour l'ensemble des projets de manière générale et pour ce sujet où la montée en compétences est très nécessaire. Donc ici, ce qu'on dit, c'est par rapport aux données chiffrées, il faut avoir de la transparence sur la manière de faire pour pouvoir co-construire, récupérer du feedback. Il faut avoir un pilotage impeccable pour sensibiliser tout le monde sur c'est pas si simple, ça prend du temps, et donc capitaliser aussi en expérience sur les prochains bilans carbone. C'est de rendre tout cela accessible pour que les gens puissent réagir, pour que les différentes équipes puissent se auto-organiser et répondre du mieux possible à chacune des demandes des uns et des autres. Et c'est ce qui permet en fait l'augmentation de chances de succès du projet. Sur les degrés d'incertitude, on va le voir tout à l'heure, mais il y a deux manières de présenter les... D'ailleurs, je vais peut-être passer sur ce slide-là. Sur la manière de calculer les quantités de gaz à effet de serre, donc en fait, toutes les données qu'on collecte, qui sont des kilowattheures, des litres, plein d'unités différentes, sont des données d'activité. Et à ces données d'activité, grâce à des bases de données qui sont ouvertes au public, comme la base carbone de l'ADEME, par exemple, il y en a plein d'autres qui sont plus ou moins ouvertes au public et plus ou moins payantes, mais grâce à ces bases de données-là, on va obtenir ce qu'on appelle des facteurs d'émission et on va multiplier ces données d'activité par un facteur d'émission pour obtenir une quantité de gaz à effet de serre. C'est en réalité très simple, sauf que ces données d'activité, elles ne sont pas forcément accessibles, elles ne sont pas forcément, même si elles existantes. Et donc, on est obligé de prendre des hypothèses. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux prendre des hypothèses et intégrer dans le périmètre d'un bilan carbone des flux de matière et d'énergie, plutôt que de dire « Ah, je n'ai pas la donnée, donc on laisse tomber ». L'idée quand même du bilan carbone, c'est d'avoir la vision la plus complète pour pouvoir identifier les postes d'émission les plus importants et construire un plan de transition. Donc, s'il y a tout un pan d'activité ou de matière, etc., où vous n'avez pas l'information, il faut prendre des hypothèses qui sont plus ou moins approximées et qui vont donc avoir des facteurs d'émission qui vont être plus ou moins importants, avec des facteurs d'émission avec un degré de fiabilité qui va être plus ou moins important. Et c'est le cas, donc, pour la partie ratio monétaire. En fait, quand on n'a pas du tout d'informations physiques, on se base sur le fichier d'écriture comptable qu'on demande à la comptabilité pour pouvoir utiliser des euros et appliquer un facteur d'émission qui s'appelle le ratio monétaire qui va s'exprimer en kilogrammes de CO2 par euro. Sauf que ça, c'est un degré d'incertitude qui est à plus ou moins 80%, généralement. Et donc, on arrive potentiellement à des décisions contre-productives. Alors là, je mets un exemple hyper simple, mais sachez que ça peut arriver sur des sujets qu'on ne maîtrise pas et on peut ne pas voir l'aberration. Donc là, on est dans le cas où on a demandé un fichier d'écriture comptable et puis on a un aller à 160 € en train. Et quand on regarde les ratios monétaires de l'ADEME, on va obtenir, pour ce trajet-là, on va voir que c'est 89,6 kg de CO2. Pour un billet d'avion
pour aller exactement au même endroit. Hein. Je crois que j'ai regardé un Paris-Marseille, je ne l'ai pas indiqué là, mais ça ne coûte que 63,41 €. Et malgré le ratio monétaire qui est plus du double que du train, vu que le prix est plus de 2 fois plus faible que le train, eh ben, on obtient 75,45 kg de CO2. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis les virgules, surtout quand on est à un tel niveau d'incertitude, autant arrondir à 90 et 75. Mais donc, là, on pourrait, si on ferme les yeux sur la situation, on se dit, ah bah c'est super, il faut prendre l'avion, ça nous permet de baisser d'environ 16% les émissions. Donc voilà un peu l'enjeu de la fiabilité rendre fiable les calculs d'un bilan carbone. Et donc, pour pouvoir fiabiliser les prochains bilans carbone, parce que parfois, on ne peut pas faire autrement, notre préconisation, c'est de ne pas travailler en mode prédictif et ce qui amène souvent à réaliser le plan de transition et toute la documentation projet à la fin du projet, c'est de passer en mode agile et de découper le travail à faire, non pas par je fais la cartographie des flux à 100% et ensuite je fais telle autre chose à 100% et ensuite je fais toute ma collecte et ensuite je fais tous mes calculs et ensuite je fais tout mon plan d'amélioration, etc. L'idée, c'est de découper le travail plutôt par type de données, par exemple. Donc, si je veux commencer par le scope 1, qui est le plus évident et souvent le plus facile à réaliser, eh bien, je vais commencer par faire la cartographie des flux de cette partie-là, identifier le scope 1 et puis commencer à lancer la collecte des données là-dessus. Et j'ai le plan de collecte des données qui est initié et qui doit continuer avec tous les autres scopes. Mais là, sur la partie scope 1, je peux d'ores et déjà commencer à calculer et puis rédiger éventuellement un rapport d'amélioration, etc. Et à la fin, j'ai un bilan carbone, scope 1, rapport d'amélioration et de process de collecte qui est documenté et qui a déjà de la valeur en soi. Et ensuite, je peux me dire, ah ben, je vais prendre telle autre sous-partie de données. Et donc, cette manière de travailler en agile, elle permet quoi? Elle permet d'être sûr à chaque fois d'avoir un plan de transition et un plan de collecte des données qui va être documenté. Et elle va permettre aussi de prioriser sur les éléments qui sont à la fois prêts en premier, c'est-à-dire que là, on a la donnée, les équipes sont prêtes, on sait comment faire et on y va. Et ensuite, aussi de prioriser ce qui est le plus important selon, à dire d'experts, selon l'intelligence collective du groupe, de l'entreprise, et de se dire, il vaut mieux qu'on mette les efforts maintenant sur tel et tel autre aspect. Et cette manière de travailler en agile me semble extrêmement adaptée à la réalisation d'un bilan carbone pour lequel on a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir quand on est les collaborateurs qui travaillent ensemble. Et donc, face à cette incertitude, cette fois, je ne parle pas des facteurs d'émission, mais cette incertitude globale du projet, il nous semble que l'agilité est une des meilleures manières d'appréhender le projet. Donc, en conclusion, et après j'arrête de parler, co-construction, pilotage et transparence, agilité, avec une énorme montée en compétences. Ne négligez pas cette partie-là pour fiabiliser et avoir un bilan carbone exemplaire, je dirais. Voilà. Je vais passer la main à Jérôme sur le retour d'expérience Bouygues Télécom. Alors, en fait, en t'écoutant, Aurélie, enfin même en te réécoutant, c'est vrai que je réalise que tout ce que tu as présenté là, en fait, on est clairement confronté à l'ensemble des points. Donc c'est déjà une bonne chose, hein, c'est que c'est bien en cohérence avec ce qu'on traverse au quotidien au niveau opérationnel et dans une entreprise où on apprend aujourd'hui justement à travailler et à fiabiliser notre bilan carbone avec des personnes qui ne sont pas pour le coup au départ expertes sur cette partie-là, donc plutôt des
des ingénieurs chefs de projet dans les télécoms, et donc de voir comment effectivement on appréhende ça. Donc il y avait notamment le sujet, donc là il n'y a pas de slide là-dessus, mais en termes d'organisation, et en fait, sachant que finalement la démarche est assez récente, puisque le bilan carbone que vous voyez là, on l'a initié, en fait on a complètement initié la démarche fin 2020, notamment sur le scope 3, parce que les scopes 1 et 2 étaient suivis depuis longtemps, mais vraiment sur la partie scope 3, et de voir quel plan d'action et quelle feuille de route on pouvait mettre en place. Et donc avant ça, finalement, il y avait donc les RSE qui travaillaient de son côté, et côté opérationnel, en fait, on était finalement très peu sollicités. À partir du moment où on a lancé cette démarche-là, donc bien sûr fallu mettre en place une gouvernance beaucoup plus forte au sein des différentes structures opérationnelles, dont le réseau. Donc le réseau, ça comprend toutes les grosses entités de direction technique, de déploiement, de direction des opérations réseau, etc. Et donc on a mis en place une gouvernance avec donc des responsables par structure, et le but étant effectivement en cible de à la fois sensibiliser petit à petit donc la démarche de décarbonation, d'avoir on va dire les chefs les experts opérationnels qui vont nous permettre, et on le verra après, de travailler sur la collecte de données, qui est le point dur en fait sur la fiabilisation du bilan carbone. Et petit à petit de diffuser, de faire comprendre en fait donc la bonne stratégie à mettre en place pour qu'au quotidien chaque opérationnel finalement s'imprègne de cette démarche-là. Donc ça c'est juste un sujet en termes d'orga et de sensibilisation, mais qui est essentiel finalement quand on est confronté ensuite à la démarche des carbos globales. Donc du coup, on a mis en place là ce bilan carbone là que vous voyez ici, donc fin 2020, avec un bilan là de 800 000 tonnes de CO2 global Bouygues Télécom, et donc vous voyez en très grosse majorité lié au scope 3, puisque nous, on ne crée pas, enfin, en fait, on ne fabrique pas, on est une société de service, et donc on a donc vraiment 96% qui est lié au scope 3. Donc par rapport à cette répartition-là, on va faire un focus, nous, sur la direction du déploiement et de l'exploitation donc des réseaux fixes et mobiles. Donc c'est la partie du disque là qui est en noir, qui représente à peu près un quart du scope. Donc on va faire ce focus là parce qu'on voit toutes les difficultés qu'on a eues jusqu'aujourd'hui à justement travailler sur la transformation de notre flux financier en flux physique. Ça veut dire que tout le reste du cercle bleu est lui basé plutôt sur du flux physique. Les scopes 1 et 2, eux, sont liés à de la consommation auquel donc on a mis les facteurs d'émission. Donc reste à travailler sur la partie noire donc de la dette, qui elle donc est essentiellement basée sur les flux financiers. Donc, comme disait en fait Aurélie, donc basé sur ces flux financiers, donc on y a mis les différents facteurs d'émission selon différents postes, donc les prestations, travaux, équipements et la partie logicielle. Mais on voit très rapidement déjà qu'il n'y a que 4 facteurs d'émission, et ils sont très macro. C'est-à-dire que quand vous regardez le détail qui se trouve dans ces différents postes, on va trouver par exemple sur la partie prestations, des prestations, des services liés à l'imprimerie, de la pub, etc. Donc qui sont éloignés de notre domaine. Idem sur la partie équipement, on va y trouver des produits informatiques, électroniques, optiques. Et donc là, c'est très large. Donc finalement, ces facteurs d'émission, ces ratios monétaires qu'on va avoir, qui vont nous permettre donc de transformer ces flux financiers en impact d'équivalent CO2, on se retrouve qu'on a effectivement une grosse marge d'erreur par rapport à ce bilan-là. N'hésite pas, Aurélien, si tu veux compléter. Oui. Mais pour l'instant, je suis bien. Voilà. On peut passer au slide suivant. Alors. Ok.
Tu le prends celui-là du coup? Allez, c'est parti. Alors, donc dans le cadre d'une entreprise de la taille de Bouygues Télécom, réaliser rapidement un bilan carbone. Donc, effectivement, il y a une grande partie au tout départ qui a été fait grâce aux flux financiers. Et puis, bon, plusieurs équipes travaillent à se détacher au maximum des flux financiers pour passer ce qu'on appelle en flux physique. Cela étant dit, il nous reste tout un tas de flux financiers et qu'en faire? Donc, quand on a regardé les informations, on s'est rendu compte grâce aux équipes contrôle de gestion donc, que l'information était sur 5 niveaux d'agrégation. Sauf que, en fait, le sujet, et ça va être un peu, on va reprendre ça en conclusion à la fin de cette présentation, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, le monde de manière générale, certains auront envie de me dire, on le voit qu'au travers d'indicateurs financiers. Ce qui consolide l'intégralité des activités, ce sont des rapports financiers, des reporting avec des euros. Et donc, la manière d'organiser cette information financière, elle est faite de façon à répondre à des besoins de reporting financier et à des besoins qui sont orientés, analyse des indicateurs en euros. Alors, quand on regarde le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, on ne va pas tomber à la fin des fins sur le nombre de chaises achetées, le nombre d'allers-retours de techniciens sur un site, etc. On va tomber sur des programmes, des sous-programmes et des prestations réalisées. Mais en fait, ça ne nous donne pas suffisamment d'informations pour pouvoir traduire cette information financière en flux physique. Parce que concrètement, personne ne sait ce qu'il y a derrière. En tout cas, dans les bases de données, ça n'est pas enregistré. Alors, vous me direz, mais quand même, à un moment donné, vous avez payé un truc, vous savez bien ce que vous avez acheté? Oui. Et donc, on peut regarder un devis. Sauf que faire ce travail-là chez Spark, je pense qu'on est une petite entreprise de même pas 10 personnes chez Spark. Donc, c'est faisable en même pas une semaine, je pense. À l'échelle d'une entreprise comme Bouygues Télécom, sur un an où il y a 80 000 devis au format PDF, bah là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, toute l'idée, c'est de se dire, mais comment on peut faire pour se servir de données exploitables, parce qu'enregistrées dans une base de données dans des champs précis, donc ces niveaux d'agrégation-là, comment passer de ces niveaux d'agrégation-là à des flux physiques? Alors, juste une petite parenthèse aussi. Côté ratios monétaires qui ont été utilisés, il n'y avait que 4 ratios monétaires utilisés pour Bouygues Télécom et pour le département de Jérôme, on n'avait que 2 facteurs d'émission qui étaient utilisés. Pourquoi? Non pas parce que on a voulu trop simplifier, on avait la flemme de regarder plus précisément. C'est que les ratios monétaires, il y en a un peu plus de 30, je crois. Ils sont accessibles sur le site de l'ADEME. Et ce sont des ratios monétaires qui sont valables pour absolument tous les secteurs, toutes les entreprises, toutes les collectivités territoriales. Et donc, avec seulement 30, on va pas bien loin. Donc là, les seuls qui étaient applicables, c'était des facteurs d'émission qui étaient appliqués pour la partie prestations et travaux, sans plus en fait de détails possibles à ajouter. Donc voilà un peu la problématique dans laquelle on se trouve. Et Jérôme, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou je passe au slide suivant. Vas-y, passe. Ça marche. Et donc par rapport à là, ce qu'on vient de voir, on a quand même certains éléments aujourd'hui qu'on a pu traduire qu'on peut traduire en flux physique. Donc là, ça concerne ici les différentes configurations de support de nos antennes, donc tous les sites radio que vous pouvez voir, donc sur des supports type pylône ou
ou toit terrasse. Et en fait, dans notre suivi, on va avoir, donc on a flouté certaines choses, hein, s'il y a des amis de SFR, d'Orange Free qui sont ici, mais on a en fait pu avoir une catégorisation de nos différents pylônes en fonction de nos besoins de couverture, qui ont du coup donc leur propre spécificité et donc leur propre configuration en termes de masse au niveau du pylône. Ensuite, on a les massifs béton sur lesquels on va installer les pylônes qui existent derrière. Et donc, par rapport à chacune de ces configurations-là, on va pouvoir en fait donc avoir ce suivi de poids et de volume en fait de ce qu'on a commandé, donc vraiment sur des flux physiques, dans lequel on traduit ensuite la masse volumique typiquement du béton, donc qui est déjà une hypothèse en fait qui va faire en sorte que notre flux physique n'est pas suivi à 100% sur des valeurs réelles, c'est-à-dire qu'on va avoir des hypothèses de transformation de ces flux-là pour pouvoir ensuite retransformer ces composantes-là en se basant sur les différentes bases qui vont nous donner donc l'impact carbone. Donc même là, on voit, même si on est déjà sur une partie de flux physique, et on le verra après sur les exemples concrets, que voilà, c'est une première approche de flux physique, mais qui reste encore avec un niveau d'incertitude et qui nous oblige derrière à aller plus loin, où on va là pour le coup vraiment travailler sur la collecte de données physiques. Voilà. Sur cette partie-là, ce slide, bon, il y a, on est dans un secteur, les télécommunications aussi, qui est spécifique. Et donc, la base carbone, aujourd'hui, ne contient que très peu d'éléments par rapport à des équipements télécoms particuliers, etc. Je crois que, peut-être je caricature un peu, mais vous me direz, vous pourrez réagir dans le chat. Je crois on peut raisonner qu'en kilogrammes de circuits imprimés ou quelque chose comme ça, alors que forcément pour une entreprise qui travaille dans les télécoms, on ne peut pas approximer autant pour tous les équipements télécoms de n'importe quel site télécom, etc. Donc la base de carbone, elle est à ce jour insuffisante pour pouvoir fiabiliser le bilan carbone de Bouygues Télécom. Après, on a la base négaoctet, il en existe d'autres d'ailleurs. Là, ça peut être un prix prohibitif pour certaines entreprises. Donc là, je ne parle pas forcément de Bouygues, qui est une grosse entreprise, mais et aujourd'hui, en fait, on a encore trop peu de transparence sur le contenu. Et enfin, quand on regarde les travaux qui sont menés par l'Europe au niveau de la taxonomie européenne, le secteur télécommunications est juste pas traité pour le moment. Et ça fait pas partie des discussions, donc on ne va pas pouvoir compter sur ces travaux à court terme ou à moyen terme. Donc, en plus de la problématique qu'on vous a présentée, on a aussi ces éléments-là du fait de la spécificité de ce secteur qui ne vient pas aider en fait dans la fiabilité du bilan carbone. Et donc, du coup, en termes de projet, justement, je parlais donc au début de compétences, notamment sur la construction de bilan carbone. Donc, on a souhaité travailler sur deux premiers gros projets qui nous semblaient impactants justement par rapport à cette première analyse. Qui nous permettent en fait d'évaluer l'empreinte en fait carbone de nos sites. Alors donc on a différentes catégories de sites. On a ce qu'on appelle les data centers, qui sont des gros sites, enfin ce sont des mini data centers, mais des gros sites de transport, et donc l'ensemble des sites radio. Et pour ça, en fait, on se fait accompagner en ce moment d'un cabinet d'expertise donc en bilan carbone et ACV, qui s'appelle EcoAct, et qui va nous permettre de reprendre toutes les phases qu'a pu exposer Aurélie au début. Le but étant déjà de pouvoir cartographier tous les flux sur la partie BSS et sur la partie radio et sur nos data centers, donc pour pouvoir
préorganiser donc la collecte des données derrière. Et d'où l'importance, comme on disait au départ, de se retrouver autour de la table avec les différents experts de ces domaines techniques pour aller, pour être plus efficace sur la compréhension déjà de la cartographie qui est demandée, puis la compréhension de la collecte qu'on va devoir faire derrière, puisque comme le disait Aurélie, on n'a pas aujourd'hui une base de données qui nous permettrait de piocher très facilement et de décortiquer tous les matériaux, tous les postes liés à la fois au site et liés aussi, parce qu'en fait on ne travaille pas que sur les sites, mais sur le process bout en bout, c'est-à-dire qu'on va partir de la recherche en termes de négociation d'un site jusqu'à la mise en service et l'exploitation du site. Donc ça prend en compte tous les acteurs en fait sur la construction, sur l'étude et sur la construction d'un site et sur la partie vraiment physique matériaux de ces sites. Donc il y a vraiment toute cette collecte toute cette cartographie à faire au départ et ensuite donc de travailler la collecte des données. Et ensuite, on travaillera justement avec le cabinet qui va lui traiter donc les données, nous mettre en place une première ACV. L'objectif étant même si on priorise en fait un objectif carbone, hein, on souhaite s'anticiper aussi sur l'ensemble des critères, donc sur les multicritères, de voir on ne crée pas des transferts de pollution par rapport aux actions qui pourraient en fait ressortir de l'ACV. Donc, il y a tout un gros travail qui est fait depuis quelques mois. Et déjà, pour un projet comme ça, on se retrouve à échanger et à collecter les données pendant au moins 5-6 mois, quoi. Donc, on est vraiment sur un projet de 6 mois. Et derrière, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir nous-mêmes un outil qui a en fait derrière un gros fichier Excel et qui va nous permettre de paramétrer en fonction de la typologie des sites et donc de pouvoir créer en fait une ACV spécifique à chaque configuration et de pouvoir justement prioriser les différentes actions qu'on pourrait mettre derrière. Voilà, donc c'est déjà là, c'est pour montrer un peu toute la complexité opérationnelle qui en découle et de voir comment est-ce qu'on doit s'organiser pour aller rechercher toutes ces données-là. Alors, excuse-moi, Jérôme, je me permets juste de t'interrompre. Il est midi, voilà, pour le timing. Ah, très bien. Merci. Merci, Gaëlle. Je rebondis par rapport à une remarque dans le chat de Wisembly. Au même titre que prendre des ratios monétaires pour faire ces calculs, ça peut amener à des décisions contre-productives. On peut aussi transférer ça sur ne regarder que l'indicateur environnemental carbone et ne pas regarder aucun des autres indicateurs environnementaux, de manière générale, qui concernent la biodiversité. Et ça, je crois que chez Bouygues Télécom, ils l'ont bien en tête et c'est pourquoi il a été demandé des ACV et non pas simplement des bilans carbone appliqués au déploiement d'un site télécom, par exemple. Voilà. Ouais, à toi. Vas-y, tu voulais lancer un truc? Non. Non, c'est bon. Donc au-delà effectivement de ces deux gros projets, en fait, on a en fait le but c'est effectivement de reprendre l'ensemble de notre bilan carbone du coup basé sur du financier et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir le transformer. Et donc du coup on a une démarche assez large où on va pousser un certain nombre de projets en parallèle. Donc il y a un premier point qui est lié donc à l'optimisation de la consommation d'énergie. En fait, là, au niveau du contexte, on a une augmentation conséquente de la consommation qui est liée en fait aux évolutions du réseau, aux évolutions des usages. Et donc, on a quand même quelques dizaines de pourcents d'augmentation de la consommation d'énergie sur une année. Et donc, du coup, on se doit donc évidemment de travailler sur cette
sur ce type-là de voir comment est-ce qu'on peut en fait limiter cette augmentation. Et donc, donc ça passe par un certain nombre de possibilités, notamment de travailler sur un déploiement de certaines fonctionnalités. Donc, on est vraiment sur la partie équipement telco, où on a des fonctionnalités donc avec nos fournisseurs qu'on déploie petit à petit, qui nous permettent de faire donc des économies d'énergie sur les sites radio. Alors, typiquement, en fait, on va pouvoir mettre en veille certaines fréquences la nuit, quand on est du coup sur des périodes de faible trafic, et donc aussi mettre en veille un certain nombre d'amplificateurs de puissance. Et donc ça nous permet déjà de générer un gain de 4 à 5 points d'économie d'énergie. Donc on travaille là-dessus de manière forte avec les différents fournisseurs équipementiers. Le but étant évidemment de les challenger pour aller encore plus loin. Et donc on travaille sur des process sur des démarches d'extinction plus massives, où on pourrait imaginer de pouvoir éteindre certains équipements en entier selon la localisation, selon le trafic, etc. Donc, tout ça, c'est en cours d'étude. Il y a toute une démarche justement d'amélioration. Et derrière ça, on travaille aussi sur une démarche ISO 50001 qui nous permet donc d'avoir une démarche d'amélioration continue pour avoir une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie, qui nous impose justement d'avoir une mesure physique sur l'ensemble de nos sites. Et donc du coup de pouvoir en avoir derrière une planification d'une démarche de management de cette énergie-là, et de pouvoir ensuite mettre en place un certain nombre de mesures. Donc le deuxième point concerne, j'en ai déjà un peu parlé, sur donc la performance énergétique des sites télécoms. Alors c'est même plus large que ça, puisque le but c'est de prendre en compte l'ensemble des déploiements de nos sites, que ce soit radio, fixe, et même déploiement de la fibre, même si l'émission reste plus faible que le reste. Et donc là-dessus, en fait, on a un certain nombre de projets. Donc je parlais tout à l'heure de l'éco-conception de nos data centers, de l'amélioration de notre process de déploiement de sites radio. Et là-dedans, en fait, on se retrouve à décortiquer tous les postes possibles, notamment sur du matériau. Donc on a un projet en ce moment pour travailler sur l'intégration de béton bas carbone sur tout ce qu'on déploie aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'en fait, à chaque fois, chaque nouveau projet décarbonant, on se retrouve finalement à tirer la ficelle et de travailler sur l'ensemble de l'organisation en fait opérationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à peu, le béton, le choix du béton finalement était complètement externalisé. C'est-à-dire qu'il devait respecter juste des normes de fabrication par rapport à nos contraintes. Maintenant, donc c'était des choix qui étaient faits par nos différents partenaires. Là, on se retrouve finalement à devoir mettre en place un pilotage beaucoup plus précis, puisqu'en fait le choix du type de béton va être contraint en fonction de l'éloignement du site de production du béton, béton classique ou béton bas carbone, par rapport au chantier. Et donc en fonction de ça, potentiellement on pourra choisir plutôt du béton classique ou béton bas carbone en fonction de l'impact lié au transport, par exemple. Donc ça, c'est un des exemples. On a aussi travaillé typiquement sur des groupes électrogènes à hydrogène vert, puisqu'on a quelques sites. Alors c'est peut-être une goutte d'eau par rapport au bilan carbone global, mais on a quelques sites où on a des complexités de raccordement sur le réseau Enedis. Et donc du coup, avec certaines obligations légales, où on doit allumer en fait les sites sur des zones rurales, et donc on est amené à mettre un groupe électrogène thermique pendant quelques semaines. Donc là l'objectif c'était d'avoir une solution de groupe à hydrogène, et donc du coup qui nous permet quand même d'avoir des gains carbone sur la phase de consommation de 70 à 80% par rapport à un groupe thermique. Voilà, donc ça c'est quelques exemples sur ces sites-là. Ensuite, sur la durée de vie des équipements, là le sujet, sachant qu'on a un réseau qui évolue
très rapidement. En fait, l'objectif est surtout de faire un reuse d'équipements si ceux-ci sont encore évolutifs. Lorsqu'on fait des opérations de modernisation sur une certaine typologie de sites, pour pouvoir justement les mettre sur d'autres catégories de sites et donc de pouvoir prolonger l'utilisation de ces équipements. Ensuite, on a donc tout le travail, ça c'est la base de notre présentation d'aujourd'hui, tout travail de planification et de modélisation CO2, donc de notre bilan carbone, donc de travailler justement, donc déjà de faire en fait on est parti sur notre base de nos scope 3, donc 2020 et 2021. On a des révisions donc, liées déjà à l'évolution de notre bilan financier et donc ensuite d'intégrer donc petit à petit donc nos flux physiques par rapport au projet que je viens de vous exposer et d'avoir une méthodologie qui va nous permettre de réintroduire justement dans un premier temps déjà donc la vraie mesure physique dans le bilan carbone qui va potentiellement finalement dégrader notre bilan carbone basé sur du flux financier ou pas, et ensuite de pouvoir y intégrer les différents gains par rapport aux différentes actions d'amélioration. Et il y a un des points aujourd'hui, c'est de pouvoir intégrer les ACV des fournisseurs, puisqu'aujourd'hui donc il y a la direction des achats qui travaille fortement avec les différents fournisseurs pour pouvoir récupérer les ACV, en faire des revues critiques et ensuite pouvoir donc les intégrer dans nos bilans carbone. Donc justement par rapport à cette relation fournisseur, elle est vraiment très importante et il y a eu un gros changement qui a été fait sur ce sujet-là. Déjà, en fait, donc c'est passé, donc au niveau des achats, on est passé par un mapping en fait de classification donc CO2 des différents achats qui pouvaient y avoir, qui nous a permis de mettre en place donc déjà en fait un listing des natures d'achats prioritaires, en gros les plus émissifs. Donc du coup, en fait, on a mis en place une empreinte CO2 par top du chiffre d'affaires des fournisseurs pour pouvoir prioriser ça. Ensuite, il y a eu un gros travail, il y a encore aujourd'hui un gros travail de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on rencontre les différents partenaires, hein, que ce soit les fournisseurs, mais aussi nos maîtres d'œuvre, notamment, où on leur demande d'avoir donc leur stratégie climat. On travaille au travers de questionnaires qui nous permet justement de bien challenger la démarche climat que chacun peut avoir. Et ensuite, on travaille donc sur l'intégration de nos exigences CO2 dans les différents appels d'offres, avec derrière des critères de choix, puisqu'on a en fait une répartition à hauteur de 15-20% de la note globale sur la partie impact carbone. Donc ensuite derrière, donc par rapport à cette pondération en fait de cette note des carbos, donc on a donc tout ce travail de mesure avec eux, et ensuite derrière c'est de pouvoir travailler sur cette amélioration continue en termes d'évolution de maturité de leur côté, et ensuite d'avoir vraiment une phase d'éco-conception, mais aussi d'économie circulaire qu'on challenge beaucoup en fait à leur niveau, puisqu'encore une fois, hein, en fait, on dépend complètement de ces partenaires-là sur le scope 3 et de travailler pour l'intégration de la réduction du CO2 de ces différentes évolutions qu'on pourrait avoir. Alors ensuite, on a un autre projet qui concerne donc les énergies renouvelables. En fait, de 2021 à 2024, on a en fait un volume de couverture en ENR qui couvre 100% donc des achats d'énergie en propre de Bouygues Telecom, donc à minima en gros 80% de la consommation globale de Bouygues Telecom. Donc ça c'est fait via des contrats directs
avec des producteurs éoliens français. Donc on a 6 parcs, il y a en fait 6 parcs éoliens chez EDF renouvelables. Et ensuite, on travaille aussi avec au travers donc, de mécanismes de garantie d'origine hydraulique et donc éolien français sur la consommation restante. Donc, le but étant de pouvoir financer donc, le développement de NR derrière. Ensuite, sur la stratégie d'achat d'énergie pour 2025 et au-delà, ça c'est en cours de définition. Et donc, du coup, là-dessus, en fait, on consulte les différents fournisseurs et producteurs d'énergie pour pouvoir intégrer un maximum justement de NR au travers de ces contrats directs. Alors ensuite, il y a le sujet lié à la loi AGEC, qui permet donc d'avoir en fait un équivalent CO2 de la consommation data sur l'espace client. C'est-à-dire que en fait, donc, cette loi AGEC vise à informer donc, les clients des opérateurs de l'équivalent CO2 de leurs usages data. Donc, par rapport à ça, donc ça, il y a eu des chantiers qui ont été lancés dès 2021, donc des travaux techniques avec les différents opérateurs, équipementiers, et le but donc a été justement de pouvoir définir les différentes règles d'allocation donc par rapport en fait aux configurations de sites qu'on peut avoir. Il y a eu des ateliers aussi donc équipementiers pour avoir plus de création de nouvelles données sur les différents équipements et donc de pouvoir affiner de plus en plus ces mesures. Et donc la cible, c'est qu'au 1er janvier 2024, on puisse aussi avoir un calcul donc, par opérateur du ratio gramme de CO2 par rapport au kilo-octane. Donc déjà aujourd'hui, depuis 2022, chaque client a sur sa facture son équivalent CO2. J'en profite il y a une question qui est un peu en lien avec ça, c'est sur est-ce que la sobriété chez Bouygues Télécom, on la met en avant au niveau des clients, si j'ai bien traduit la question. Alors justement, en fait, ça c'est... il y a eu plusieurs initiatives au travers de ça. Donc déjà, on a mis en place une application qui s'appelle Mon empreinte smartphone qui permet justement de s'auto-challenger sur notre consommation. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un suivi de la consommation data réelle que l'on génère et qui permet même de savoir sur quel flux on a consommé notre data, entre un flux Wi-Fi ou un flux sur le réseau mobile par exemple. Et donc sur cette application-là, en forme de jeu, on va challenger, donc chaque client en fait est challengé par rapport à sa consommation. Donc il y a cette sensibilité-là qui est mise en place. Et ensuite, vous avez peut-être entendu parler notamment d'un forfait qui s'appelle le forfait source, qui permet justement d'avoir une démarche de limitation de consommation data. Alors évidemment, c'est un forfait parmi tant d'autres, mais on commence quand même à avoir ces initiatives-là pour pouvoir rentrer dans cette sobriété de consommation. Et le dernier point qui est très important à mes yeux, c'est vraiment cette partie sensibilisation. En fait, Aurélie en parlait. Donc là-dessus, en fait, on travaille donc au sein de la direction, mais le but c'est que ce soit le plus ouvert possible au sein de l'ensemble de l'entreprise sur donc un certain nombre de leviers de sensibilisation. Alors déjà, on travaille de manière très globale sur les enjeux climatiques via des newsletters, via des petits déjeuners qu'on fait régulièrement qui permettent justement à chacun parce que tout le monde, par rapport à la sensibilité de chacun et le niveau de connaissance des différents impacts, de pouvoir justement faire monter en compétence tout le monde, à la fois personnellement et à la fois dans son quotidien au sein de l'entreprise. Et donc, par rapport à ça, petit à petit, on arrive aussi à focaliser justement cette démarche des carbos au sein de l'activité de chacun, que ce soit sur le fixe ou sur le mobile. Voilà, donc ça passe par ce genre de
formats, donc newsletter, des petits déjeuners, on fait des tables rondes. Donc on en a fait une justement sur les groupes hydrogène à hydrogène, mais on va donc aussi en faire une sur le béton bas carbone pour voir comment chacun justement peut introduire ça à son niveau. Et on travaille aussi sur de la formation. Donc pour l'instant, elle est faite à notre niveau en fait opérationnel, où on a mis en place une formation qui permet et qu'on rend obligatoire et qui permet donc à chacun justement de monter en compétence là-dessus. Et il y a un plan de formation plus global avec les ressources humaines qui est en train de se développer. Merci beaucoup. Pardon, j'étais en mute. Jérôme, je te propose de regarder. Il y a pas mal de questions côté Wisembly dans le chat. Je te laisse en prendre connaissance et en sélectionner une ou deux pour y répondre. Alors, effectivement, il y a eu bien sûr des sujets sur la 5G. Alors ça, c'est... Il y avait en fait un séminaire là récemment, notamment sur une intervention de la secrétaire générale de Bouygues Télécom et une personne de Green IT sur sur la 5G. En fait, en gros, on va prendre le sujet on prend généralement le sujet de différentes manières. Sur la consommation en tant que telle, oui, il y a une efficacité meilleure sur les nouvelles technologies liées à la 5G, c'est-à-dire à usage constant, à trafic constant. Alors, j'ai plus les valeurs en tête, mais il y a une amélioration conséquente de la consommation liée à cette techno-là. Maintenant, évidemment, si on prend l'ensemble en fait du bilan carbone global, le fait de rajouter un réseau supplémentaire peut être sensible pour comprendre qu'évidemment, il y a en fait un impact lié au bilan carbone. Du coup, pour moi, c'est un sujet qui doit être abordé de manière plus large, notamment avec l'autorité de régulation, avec l'ARCEP et les différents opérateurs, sur les enjeux liés à cette techno, sur les enjeux liés aux usages, et même sur la manière dont les opérateurs sont challengés par l'autorité de régulation. On était en fait challengé à une époque sur les débits pics qu'on pouvait proposer. Le but étant vraiment de travailler maintenant sur les types de services pour pas être amené à avoir une course au débit entre opérateurs. En tout cas, oui, sur la partie consommation, on peut bien dire qu'il y a une amélioration par rapport à cette Il nous reste 7 minutes. Je propose peut-être qu'on lance le brainstorming, à moins que tu aies vraiment envie de répondre. Non, vas-y. Alors, merci beaucoup pour votre retour également. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire travailler un peu, parce que Jérôme et moi, on a beaucoup parlé. Je vous propose de lancer une session de brainstorming qui consiste à, selon vous, en fait, à nous dire, à nous communiquer vos idées pour fiabiliser un bilan carbone et en sélectionnant le tag qui correspond en fait aux étapes du processus réaliser un bilan carbone qu'on a vu tout à l'heure. Je vous laisse quelques minutes. Si vous êtes perdu, dites-le moi. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.